On croit connaître Michel Drucker. Son regard paisible, sa voix qui rassure, son élégance familière sur les plateaux de télévision depuis des décennies. Il fait partie du paysage français, comme un meuble solide, toujours là, rassurant, presque immuable. Mais derrière cette façade publique se cache une autre histoire. Une histoire que peu de gens connaissent, une histoire qu'il n'a jamais vraiment racontée. Jusqu'à aujourd'hui, à 82 ans, alors que d'autres s'éteignent doucement dans l'anonymat doré de leur retraite, Michel décide de parler. Pas pour évoquer une énième anecdote de tournage ou une rencontre avec une célébrité. Non, ce qu'il s'apprête à dire n'a rien à voir avec la télévision. Il va parler de ce qui, pendant plus d'un demi-siècle, a donné un sens à sa vie loin des caméras. Il va parler d'amour. Pas un amour de passage, pas une passion qui brûle et disparaît. Un amour qui dure, un amour qui résiste à tout. À la célébrité, aux absences, au temps, aux douleurs du corps et du cœur. Un amour discret, presque caché, mais bien réel. C'est à l'occasion d'un anniversaire de mariage particulier que Michel choisit de briser le silence. Il s'assied dans une pièce sobre, entouré de quelques photos anciennes, d'objets posés là depuis 2 années, témoins silencieux d'une vie partagée. Il regarde droit dans la caméra, mais ses yeux semblent voir autre chose, une autre époque, un autre temps. Il sourit, mais c'est un sourire teinté de pudeur, de tendresse et d'un peu de nostalgie. « Je n'ai jamais été très démonstratif », dit-il doucement. Mais il y a des choses qu'on ne peut plus garder pour soi après tant d'années. Et alors, sans effet, sans artifice, il commence à raconter, à sa façon, lentement, avec des silences qui en disent long, des silences habités. On l'écoute et on comprend très vite que ce qu'il va dire n'a rien à voir avec la célébrité, rien à voir avec ce qu'il a construit sous les projecteurs. Ce qu'il va dire, c'est l'essentiel, ce qu'il reste quand tout le reste disparaît, car au fond, ce n'est pas l'histoire d'une star qu'on s'apprête à découvrir. C'est l'histoire d'un homme, d'un cœur qui a aimé, d'un amour qu'il a voulu protéger, préserver, parfois au prix du silence. Un amour si fort qu'il a résisté au monde du paraître, un amour si vrai qu'il n'a jamais eu besoin d'être exhibé pour exister. Et maintenant, à 82 ans, Michel Drucker ouvre enfin la porte de son jardin secret. Pas pour se mettre en scène, mais parce que certaines vérités méritent d'être dites avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir, vous n'écouterez pas un animateur, vous écouterez un homme qui aime. Et c'est peut-être la plus belle histoire qu'il ait jamais racontée. Il n'a rien dit pendant longtemps. Pas par orgueil, ni par peur, mais simplement parce que certaines choses, quand elles sont trop belles ou trop fragiles, on préfère les garder au chaud, contre soi, comme un secret précieux qu'on chuchote à l'intérieur. Michel Drucker, à 82 ans, a décidé de parler, non pas pour raconter une histoire, mais pour ouvrir une porte qu'il avait toujours tenue fermée. Une porte derrière laquelle vivait un amour ancien, fidèle, silencieux. Un amour qui l'avait accompagné pendant des décennies sans jamais lui demander d'être crié, montré, expliqué. Danny. Quand il prononce son nom, sa voix change. Elle devient plus basse, plus douce, presque hésitante, comme s'il n'était plus tout à fait ce Michel que tout le monde connaît. Ce n'est plus l'animateur, ni l'homme public. C'est juste un homme, fatigué par la vie peut-être, mais encore émerveillé d'avoir eu la chance d'aimer ainsi. Il ne parle pas avec des phrases bien rangées, il parle avec ses souvenirs, des images floues, des odeurs, des morceaux de vie qui reviennent comme ça, sans prévenir. Il se souvient du premier regard, pas un éclair hollywoodien, pas de musique de fond, juste ce moment étrange où il s'est dit « c'est elle ». Et il ne savait même pas pourquoi. Elle riait, elle parlait avec quelqu'un d'autre, elle n'avait même pas remarqué qu'il l'observait. Mais lui, il avait su. C'était elle, tout simplement. Il y avait dans sa façon d'être là, de tenir son verre, de hausser les épaules quand elle riait, quelque chose d'une évidence calme. Pas une passion flamboyante, une certitude. Ils se sont mariés presque en cachette. C'était absurde, peut-être, mais c'était eux. Las Vegas, 2 valises, une robe simple, une chaleur sèche dans l'air. Rien d'officiel, rien de spectaculaire. Juste un engagement muet, une promesse non dite. Ils n'avaient rien préparé. Elle non plus. Mais tout s'est fait naturellement. Comme si leur histoire ne demandait aucune cérémonie pour être vraie. Et puis, il y a eu la vie. Les plateaux de télé, les rendez-vous, les voyages, les nuits sans sommeil. Il y avait toujours quelque chose à faire, à produire, à diffuser. Elle attendait souvent dans l'ombre. Mais pas comme une ombre triste, comme une présence forte, discrète, solide. Elle n'avait pas besoin de briller. Elle l'éclairait de l'intérieur. Il s'en rend compte, aujourd'hui. À 82 ans,
C'est plus facile de voir ce qu'on n'a pas su nommer quand on était trop jeune, trop pressé, trop absorbé par le bruit du monde. Il y a eu des disputes, des absences prolongées, des silences, des retours en pleine nuit, des anniversaires oubliés. Il n'a pas toujours été là, il a raté des moments. Elle aurait pu partir, elle ne l'a jamais fait, elle ne l'a même jamais menacé. Elle restait, et quand il rentrait, elle lui préparait du thé, comme si de rien n'était. C'était sa manière à elle de dire « Je t'aime, même là, même maintenant, même si ». Et puis un jour, il a eu peur, vraiment peur. Le corps ne suit plus, le cœur fatigue, l'hôpital devient une habitude. Elle était là, tout le temps, sans faire de bruit. Parfois, elle lui lisait un article à voix basse. Parfois, elle ne disait rien. Elle posait juste sa main sur la sienne. C'était assez. Il a compris alors ce que voulait dire être aimé. Ce n'étaient pas les déclarations, les grandes scènes ou les fleurs livrées en retard. C'était ce silence-là, cette main-là, cette présence qui ne demande rien, mais qui reste. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de cacher, plus besoin de minimiser, de détourner, de faire comme si c'était secondaire. C'est l'essentiel, ce lien, cette femme, cette vie qu'ils ont bâtie sans bruit. Il la regarde encore avec les mêmes yeux, un peu plus fatigué, un peu plus humide, mais toujours émerveillé. Il dit qu'il aurait dû le dire plus tôt, qu'il aurait dû écrire un livre, lui offrir un film, mettre son nom sur toutes les lèvres. Mais elle n'a jamais voulu. Et peut-être que c'est mieux comme ça. Elle n'a jamais cherché à être l'amour de sa vie. Elle l'a été, sans se forcer, sans s'imposer. Elle a aimé comme on respire, naturellement. Et lui, à 82 ans, il sait enfin le dire. Ce n'est pas un aveu, c'est une célébration. Il ne s'agit pas de revenir sur le passé avec regret. Il s'agit de le regarder avec gratitude. Il s'agit de dire « merci ». Et dans ce simple mot, il y a toute une vie. Il y a des choses qu'on ne remarque qu'après plusieurs décennies. Des gestes si minuscules qu'ils échappent à l'attention quotidienne. Et puis un jour, on les voit. Ils deviennent essentiels, comme cette manière qu'elle a tous les matins, de plier son foulard avant de le poser sur le dossier de la chaise. Toujours le même geste, toujours la même chaise. Michel l'a observé faire ça pendant des années, sans vraiment y penser. Et maintenant, il ne peut plus s'en détacher. C'est un détail, mais dans ce détail-là se cache toute une vie. Ce n'est pas l'histoire d'une passion qui consume, ni d'une romance de cinéma. Non, c'est l'histoire d'un amour qui s'installe doucement, presque timidement. Un amour qui apprend à se taire quand il faut, qui s'adapte, qui change de forme. Au début, il pensait qu'aimer, c'était dire « je t'aime » tous les soirs, acheter des fleurs, voyager, offrir, briller. Mais il a appris que le véritable amour, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on répète. C'est ce qu'on recommence chaque jour, même quand le cœur est fatigué, même quand les mots manquent. Dany a toujours été là, pas comme un personnage secondaire, mais comme une présence discrète qui tenait tout en place. C'est elle qui préparait sa valise, qui savait où étaient rangés ses boutons de manchette. C'est elle qui lui rappelait de boire de l'eau, de ne pas sauter le petit déjeuner, de faire attention au sel. Et lui, il souriait, parfois avec tendresse, parfois avec un peu d'agacement, comme font les hommes quand ils savent qu'ils sont aimés, mieux qu'ils ne savent aimer. Le temps a fait son œuvre. Les rides sont venues. Les silences se sont allongés. Mais quelque chose est resté immobile entre eux. Cette façon qu'ils avaient de se regarder sans parler. Ce regard-là, personne d'autre ne le recevait. C'était un langage privé, un code, un abri. Il y a quelques années, Michel a commencé à perdre un peu la mémoire. Rien de grave, juste quelques noms oubliés, quelques dates floues. Mais Dany, elle, se souvenait de tout. De leurs anniversaires, de la robe qu'elle portait la première fois qu'il l'a emmenée dîner, du parfum qu'il portait à Cannes en 1977. Elle devenait sa mémoire. Elle le ramenait doucement à lui-même. Il y a des dimanches où il ne disait presque rien. Ils restaient dans leur salon, entourés de livres qu'ils n'ouvraient plus, avec un disque de Léo Ferré qui grésillait en fond. Le monde tournait dehors. Mais eux, ils restaient là, dans une forme de paix qu'aucune gloire, aucune reconnaissance ne pouvait égaler. Il se souvient d'une nuit, en hiver, il y a longtemps. Il avait eu un cauchemar. Il s'était réveillé en sueur, tremblant, perdu. Et elle s'était approchée sans un mot. Elle avait simplement posé sa main sur sa poitrine, doucement. Il avait senti son cœur ralentir. Il s'était rendormi. C'est ça, l'amour, pense-t-il aujourd'hui. C'est la personne qui sait comment calmer vos tempêtes sans même parler. Il aurait pu lui dire plus souvent à quel point elle comptait. Mais il a toujours eu du mal avec les mots tendres. Peut-être parce que dans son monde, les émotions étaient à partager à l'écran, pas à la maison.
Mais Dany n'a jamais demandé de grands discours. Elle voulait juste qu'il rentre, qu'il l'écoute quand elle parlait d'un livre ou d'un oiseau qu'elle avait vu sur le rebord de la fenêtre. Des choses simples. Maintenant, il regarde les photos. Elle et lui, jeunes, riants, insouciants. Et il se dit que le plus beau, ce n'était pas cette époque, c'était aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il comprend. Il voit tout ce qu'il n'a pas su nommer. Il voit la force tranquille de l'amour qui dure, même quand le corps fatigue, même quand la vie ralentit. Il sait que le jour viendra, où l'un des deux partira le premier, et cette pensée le serre à la gorge. Mais il ne la fuit pas, il l'accueille, parce qu'il sait que ce qu'ils ont construit est plus fort que l'absence. Il sait que chaque geste, chaque silence, chaque matin passé ensemble est gravé quelque part, bien plus profondément qu'une simple photo ou une interview. Et il se dit, enfin, que c'est peut-être ça, le miracle, aimer sans le savoir, et un jour se retourner, à 82 ans, et comprendre que tout, absolument tout, avait un sens. Michel Drucker est né en décembre 1942 à Vire, dans le Calvados. Fils d'immigrés juifs d'Europe centrale, son père, Abraham Drucker, était médecin, et sa mère, Lola Schaffler, était infirmière. Ils sont arrivés en France dans les années 1930, fuyant les persécutions antisémites. En 1942, alors que Michel n'était encore qu'un nourrisson, son père a été arrêté par la Gestapo. Grâce à son statut de médecin et à sa maîtrise de l'allemand, il a été interné dans les camps de Drancy et de Compiègne, mais a échappé à une déportation certaine vers Auschwitz. Sa mère, enceinte de lui, et son frère aîné, Jean, ont été sauvés grâce à l'aide courageuse de Jean Lelay, qui a couvert sa mère en prétendant qu'elle était son épouse. Après la guerre, la famille s'est installée dans le Calvados, où Michel a grandi avec ses deux frères, Jean et Jacques. Bien que ses parents aient souhaité qu'il s'intègre pleinement à la société française, Michel a été élevé dans un environnement où l'excellence académique était valorisée. Cependant, il a souvent été considéré comme un cancre dans sa famille, ce qui l'a poussé à quitter le domicile familial à l'âge de 17 ans avec la détermination de réussir par lui-même. En 1973, Michel Drucker épouse l'actrice Dany Saval à Las Vegas. Bien qu'ils n'aient pas eu d'enfants ensemble, Michel a adopté la fille de Dany, Stéphanie Jarre, née de son union précédente, avec le compositeur Maurice Jarre. Stéphanie est devenue décoratrice de plateaux de télévision et a joué un rôle important dans la carrière de son père adoptif. En 1979, le couple a également accueilli Ilung, une jeune réfugiée indochinoise, rescapée du génocide cambodgien. Ilung est aujourd'hui l'une des principales collaboratrices de la maison de couture Cardin Michel, est également très proche de sa famille élargie. Son frère Jean a dirigé Antenne 2, puis fondé M6, tandis que son frère Jacques est professeur de médecine. Il a deux nièces célèbres, Léa Drucker, actrice reconnue, et Marie Drucker, journaliste et animatrice de télévision. Michel a toujours souligné l'importance de sa famille dans sa vie et a souvent déclaré que sa réussite professionnelle n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de ses proches. Michel Drucker a souvent évoqué son enfance, marquée par les épreuves et les sacrifices de ses parents. Il a grandi dans une famille où les valeurs de travail, de persévérance et de solidarité étaient primordiales. Ces valeurs ont façonné sa personnalité et ont influencé sa carrière. Bien qu'il ait été éloigné de ses racines juives pendant une période de sa vie, il a progressivement renoué avec son héritage et a appris à apprécier l'importance de ses origines dans la construction de son identité. Il y avait toujours du silence dans la maison des Drucker. Pas un silence froid ni tendu, mais ce genre de silence, lourd de présence. C'était une maison où l'on lisait beaucoup. Le père, Abraham, médecin de campagne, passait des heures enfermé dans son cabinet, penché sur des dossiers, des lettres, des diagnostics. Il ne levait les yeux que pour dire « Michel, redresse-toi » ou « Lise un peu plus vite, ton frère a déjà fini ». Et Michel, le plus jeune, observait. Il ne disait pas grand-chose. Il écoutait. Il emmagasinait. Il construisait son monde avec les bribes de conversation, les regards rapides, les phrases coupées. Jean, l'aîné, était le brillant. Celui dont on disait qu'il allait devenir ministre ou directeur de chaîne, ce qu'il est devenu d'ailleurs. Jacques, le cadet, était celui qui suivait la voie paternelle, médecine, hôpitaux, blouse blanche. Et Michel, lui, il ne savait pas où se mettre, trop lent, trop rêveur, trop distrait. Mais il savait déjà qu'il voulait être ailleurs. Non pas loin, mais à côté, dans une pièce où on ne le comparerait pas. Il disait souvent qu'il était le mouton noir, mais ce n'était pas vrai.
Il était plutôt l'ombre douce derrière la lumière des autres. Sa mère, Lola, avait une voix basse et des gestes précis. Elle savait tout de ses fils, même ce qu'ils n'osaient pas dire. Elle appelait Michel, mon poète raté, quand il ramenait des bulletins médiocres. Mais elle ne le disait jamais avec méchanceté. Il y avait toujours un sourire triste dans ses yeux. Elle savait que son plus jeune fils voyait le monde autrement. Elle s'inquiétait, mais elle ne l'a jamais dit. Une fois, alors qu'il avait 15 ans, elle l'a trouvé en train de parler tout seul devant le miroir, micro imaginaire à la main. Elle n'a rien dit. Elle a simplement refermé la porte, en silence. Les repas familiaux étaient réglés comme du papier à musique. Le père parlait médecine, Jean politique, Jacques neurologie. Michel, lui, écoutait. Parfois, il lançait une blague, souvent incomprise, parfois de travers. On riait, mais pas toujours avec lui. Il s'est forgé une armure discrète. Il a appris à ne pas chercher l'approbation. C'est peut-être ça qui lui a donné la force de continuer quand personne ne croyait qu'il pourrait un jour apparaître à la télévision. Lorsqu'il a commencé à faire ses premiers pas dans l'univers des médias, il n'en a pas trop parlé à la maison. Il avait peur des réactions, des regards, de l'ironie. Et pourtant, un jour, en rentrant à Vire, il a vu son père assis dans le salon, regardant Télé Dimanche, le visage impassible, mais le regard plein de fierté. Il n'a rien dit, comme toujours, mais Michel avait compris. Il n'avait jamais eu besoin de mots. Leur famille n'était pas du genre démonstratif. Pas de « je t'aime » à haute voix, pas d'accolade. Mais ils étaient là, tous, ensemble. Chacun avec sa trajectoire, ses silences, ses blessures. Quand Jean est tombé malade, c'est Michel qui l'a accompagné à certains rendez-vous. Lui, le raté, devenait l'appui. Ce fut une période étrange, comme si les rôles s'étaient inversés. Il se souvient d'un été, dans une maison de campagne qu'ils avaient louée tous ensemble. Une vieille bâtisse en pierre, avec des fenêtres trop petites et des planchers grinçants. Jean lisait sur un transat, Jacques soignait un chien blessé trouvé sur la route, leur père réparait une vieille montre, et Michel enregistrait des cassettes audio avec sa voix. Il s'imaginait déjà en train d'annoncer un invité prestigieux. Il mettait de la musique en fond. Il rêvait en silence, pendant que les autres vivaient à voix haute. Avec les années, les fils sont devenus des hommes, les parents ont vieilli. Le père a fini par parler un peu plus. La mère a commencé à écrire des lettres. Jean a eu un fils, Marie, qui allait devenir journaliste, comme par prolongement naturel de l'ADN Drucker. Michel a vu sa famille se transformer. Il a vu l'admiration remplacer le scepticisme. Et quand il entrait dans une pièce, on ne disait plus « le petit dernier », on disait « Michel ». Il n'a jamais oublié ce sentiment d'être en décalage. Mais aujourd'hui, il en est fier. C'est ce décalage qui l'a sauvé, qui lui a permis d'écouter, d'entendre, de comprendre les autres mieux qu'ils ne se comprenaient eux-mêmes. C'est dans cette maison, pleine de silence, de gestes retenus, de pudeurs invisibles, qu'il a appris à capter l'âme des gens. Michel Drucker est né dans une famille de brillants cerveaux, mais c'est dans leur silence qu'il a trouvé son art. Et maintenant, à plus de 80 ans, quand il pense à eux, il ne pense pas à leur diplôme ni à leur titre. Il pense à ce vieux repas du dimanche, à la soupe qui fume, au rire de sa mère, aux chaussons de son père, et à cette étrange tendresse qu'ils n'ont jamais osé nommer, mais qui battait partout, entre chaque regard. Il y a quelque chose d'invisible dans la richesse, quelque chose qui dépasse les chiffres et les biens matériels. Chez Michel Drucker, la notion de patrimoine ne se limite pas à des maisons ou à des comptes en banque. Elle prend forme dans les souvenirs, dans les objets qui racontent une vie, dans ces détails que seuls ceux qui partagent son histoire peuvent vraiment comprendre. Il faut imaginer la maison de Michel, quelque part entre Paris et la campagne. Un lieu à la fois simple et élégant, chargé d'histoire. Ce n'est pas une villa étincelante ni un château démesuré, c'est un refuge, une demeure où chaque objet raconte un épisode, une rencontre, une passion. Dans le salon, des étagères croulent sous des livres anciens, des recueils de poésie, des biographies d'artistes. Ces livres, ils sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde qu'il a nourri depuis toujours. Mais la vraie richesse, c'est ce vieux fauteuil en cuir, usé aux accoudoirs, qui l'accompagne depuis ses débuts. On dit souvent que ce sont les petites choses qui comptent le plus. Ce fauteuil, il l'a reçu d'un mentor, un homme qui a cru en lui quand tout était encore incertain. S'asseoir là, c'est un peu comme retrouver ce soutien silencieux, cette confiance offerte sans condition. Dans une pièce voisine, il y a un piano, pas un grand Steinway luxueux, mais un instrument modeste dont les touches ont été touchées par ses enfants et ses proches. Chaque note résonne comme un écho de moments de bonheur simples, loin des projecteurs. C'est là, sur ce piano,
que Michel a parfois essayé de mettre en musique les chansons de son enfance, comme pour ne jamais perdre ce lien fragile avec ses racines. Le patrimoine matériel de Michel Drucker, ce sont aussi des tableaux accrochés au mur, offerts par des artistes qu'il a rencontrés au fil des ans. Ils ne sont pas toujours célèbres, parfois même inconnus du grand public, mais chacun d'eux porte une histoire. Il y a ce portrait peint par une amie italienne, fait sur un coup de tête, un jour où il lui avait raconté ses débuts à la télévision. Le regard sur ce tableau est plein de malice, un peu comme celui de Michel lui-même, quand il sourit en cachette. Bien sûr, il y a les montres, ces objets que Michel affectionne particulièrement. Ce ne sont pas des pièces clinquantes, mais des montres anciennes, héritées, offertes, accumulées au fil du temps. Chaque montre marque une époque, une étape, un événement important. Il en possède une qui appartenait à son père, un cadeau précieux transmis avec des mots simples mais lourds de sens. Porter cette montre, c'est porter un morceau de sa famille, de son histoire, de ses valeurs. La voiture, quant à elle, n'a jamais été pour lui un symbole de statut. Ce qui l'intéresse, c'est la liberté que lui procure le simple fait de conduire. Une vieille Citroën, confortable, fiable, dans laquelle il aime partir en week-end, loin du tumulte. C'est dans cette voiture que se construisent ses moments de calme, loin des caméras.